Écoutez, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous USPO. Alors, un rendez-vous qui est un petit peu particulier puisque on va parler d'actualité, mais pas que d'actualité technique, surtout d'actualité économique. Euh, je vais faire ce rendez-vous avec Olivier Godard, qui est notre président dans le 77 et membre du Bureau national, qui était présent hier à la discussion qu'on a eue avec le ministre Neuder et qui a été une discussion qui au départ devait être plutôt une discussion prospective sur l'avenir du métier de pharmacien et qui s'est tout simplement transformée en une discussion économique autour des remises et du plafond des remises génériques. Et je voulais vraiment le remercier de son implication qui est énorme en ce moment et de son soutien dans ces moments pas faciles. Je vous promets que la pression qu'on prend est terrible et quand vous prenez tous les cabinets ministériels les uns après les autres au téléphone pour vous dire vous devriez prendre ce qu'on vous donne à défaut d'avoir pire, euh, c'est très lourd. La politique du pire, c'est pas la politique de l'USPO. Nous, ici, nous avons décidé que euh, nous avons décidé et voté une ligne de conduite au sein du conseil d'administration. Et cette ligne de conduite, pour l'instant, il est hors de question de la laisser tomber. Il est hors de question d'abandonner quoi que ce soit. Je réunis un conseil d'administration de nouveau ce soir pour redéfinir la ligne, pour être bien sûr qu'on ne change rien, mais il est hors de question de laisser quoi que ce soit. Alors, je vais vous redire un petit peu ce qui s'est passé, vous remettre un peu en perspective. Olivier, tu me complètes hein, s'il y a besoin, et merci beaucoup. Euh, Pas de souci. il y a quelques temps, on nous a dit il faut faire des économies et il faut qu'on trouve de l'argent. Euh, L'avenant 1, vous savez, était là pour redonner du souffle normalement à la profession, ce qui n'a jamais été le cas et c'est pour ça qu'on ne l'a pas signé. Le ministre de l'époque, qui s'appelle Frédéric Valtou, il n'a pas changé de nom, il est juste plus ministre, mais il n'a pas changé de nom, nous dit oui, mais on va vous donner une bouffée d'oxygène avec des biosimilaires. Ce à quoi je réponds, OK, si on met les biosimilaires, il faut impérativement qu'on ait égalité de marge, ROSP et remise. Après une discussion un petit peu compliquée, il nous dit OK, mais pas la ROSP, parce que la ROSP est déjà donnée par la CNAM aux médecins, et donc c'est les médecins qui toucheront la ROSP, vous bosserez, et grosso modo, ils toucheront l'argent. Mais pour l'égalité de marge, il a tenu parole, ça s'est fait tout de suite, et les remises, ça s'est fait dans la foulée, puisque ça a été voté au PLFSS. Très rapidement, je comprends que les remises biosimilaires seront en fait prises dans le volume, dans l'enveloppe des remises génériques. Donc je râle là-dessus par des courriers auprès du cabinet du ministre, et puis ça s'arrête. Voilà. Et là, le 18 juin, comité d'alerte. Le comité d'alerte, c'est un comité qui se réunit pour vérifier si l'ONDAM, le volume des dépenses de l'assurance maladie, n'est pas à un moment donné dépassé. Ce comité d'alerte tire la sonnette d'alarme et dit il faut faire des économies. Là-dessus, le cabinet du ministre nous dit on veut faire 100 millions de plus d'économies en baissant le prix des médicaments génériques. Là-dessus, voilà, pour moi, je n'ai pas de. Bien sûr, ça ne m'arrange pas qu'on fasse des économies, mais ça, c'est une décision d'État. Je ne peux pas peser là-dessus. Et voilà. La seule chose qui m'embête, c'est ils veulent lier ces économies à une baisse de plafond de remise générique. Comme si, quelque part, en baissant le plafond des remises, on allait nous faire un cadeau à l'industrie et permettre à l'industrie, après, de subir les baisses de prix. Et si vous voulez, dans une proportion qui est disproportionnée. On nous demande de faire 100 millions de baisse de prix, mais on nous demande de faire, à la première réunion ministérielle que nous avons eue, 600 millions de baisse de plafond. Donc ça veut dire qu'on va prendre 600 millions dans la poche des pharmaciens et qu'après, on va donner 100 millions de baisse de prix à l'industrie. Ce qui est pour nous est quelque part la double peine, puisqu'on a une baisse de remise et une baisse de prix sur lequel on aura bien sûr une baisse de marge, forcément, puisque si le prix baisse, la marge, elle baisse. Alors, elle baissera moins qu'elle n'aurait baissé si on avait été encore 100%, le mode de rémunération 100% marge, mais elle va baisser quand même. La proposition du ministre hier, c'était de dire, eh bien, on vous propose que le plafond ne soit pas à 20, pas à 25, mais à 33. Donc moi, ayant pas ce mandat pour négocier, je refuse, en disant mon mandat il est à 40, mon conseil d'administration m'a donné un mandat à 40, donc je ne dépasse pas du mandat à 40. Et je pose la question de pourquoi lier la baisse de prix à la baisse de plafond. On peut très bien baisser les prix sans baisser le plafond. C'est d'ailleurs tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, les prix n'ont pas arrêté de baisser, vous l'avez vu dans vos officines, et pour autant, le plafond n'était pas touché. Donc on voit bien que ça n'est pas liable. Alors la conseillère santé nous dit ah mais si, c'est à cause du comité d'alerte. Faux, le comité d'alerte n'a jamais demandé à ce que ce soit lié.
Donc, je lui redis, non, madame, c'est pas possible. Là, le ton monte. Le ton, elle monte d'un ton. Et généralement, moi, quand on monte d'un ton, ça va très vite pour que je monte aussi d'un ton. Donc, j'ai remonté d'un ton un peu plus qu'elle. Et là, le ministre me dit, bon, écoutez, on se calme et on discute. Donc, je suis redescendu en pression, aidé par mes petits camarades qui m'aidaient bien à ne pas trop m'énerver. Et on est redescendu. Et je leur ai dit, mais madame, le comité d'alerte n'a rien à voir avec le fait de baisser le plafond, puisque vous m'écriviez en février, vous m'écriviez en février que votre volonté était de baisser les remises génériques pour financer les remises biosimilaires. Et là, le comité d'alerte n'était pas encore activé. Donc, ne me mentez pas. Restez droit dans vos bottes. Ne me mentez pas. Voilà. Ils veulent faire des économies. Et moi, je leur dis, mais si vous voulez faire des économies, pourquoi avoir repoussé de 3 ans la capacité qu'on avait de substituer les biosimilaires? C'est de l'ordre de 700 millions d'euros par an, les économies. Donc là, ça veut dire que la France vient de se priver, grosso modo, de 2,1 milliards d'économies potentielles sur 3 ans. Et vous nous dites droit dans les yeux que la France cherche de l'argent, mais pourquoi? Pourquoi vous n'activez pas les leviers qui sont simples à activer? Quelle raison? Quelle pression vous avez pour ne pas le faire? Autrement dit, quelle raison industrielle, quelle pression industrielle vous avez pour ne pas faire développer les biosimilaires? Après, ils nous ont dit, ben, c'est pas grave, on va vous donner des nouvelles missions. Vous allez pouvoir vous rattraper sur les nouvelles missions. Moi, je leur dis, mais écoutez, les nouvelles missions, oui, c'est bien parce qu'on veut développer notre métier et son attractivité. Mais par contre, je ne veux pas de nouvelles missions pour compenser une perte d'argent. Les nouvelles missions, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la formation. Et ce temps-là, il n'est pas là pour compenser une perte, il est là pour grimper en termes de compétences et en termes de rentabilité et en termes de rémunération. Et je vais vous prendre l'exemple des vaccins. Quand on a eu la vaccination, on était tous d'accord pour la... Non, quand je vous dis on était tous, non. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord du tout pour le faire. Mais grosso modo, maintenant, on est tous d'accord pour faire la vaccination. Aujourd'hui, quand on est prescripteur d'un vaccin, on touche 9,10 €, 9,60 €, pardon. Et quand on a un médecin qui nous dit « merci d'injecter ce vaccin », on est rémunéré à hauteur de 7,50 €, soit notre acte de prescription, 2,10 €. Quand on fait former nos équipes pour pouvoir vacciner, en gros, en moyenne, c'est 4 personnes formées par officine. Ça coûte à l'officine 2 000 €. La formation, c'est grosso modo 500. Et bien, vous voyez, il faut qu'on fasse 1000 vaccins pour ne serait-ce que rentabiliser l'investissement qu'on a fait en formation. Donc, je dis, moi, les nouvelles missions, je veux bien, mais des nouvelles missions qui soient justement payées, pas des nouvelles missions qui soient sous-payées. Et là, on avait face à nous 3 médecins. Je leur dis, quand un médecin vaccine, combien il coûte à l'assurance maladie? Et les 3 me disent, 30 €. Oui. Alors pourquoi le même acte chez nous est payé 9,60 €? On pique moins bien, on sourit moins, je ne sais pas, mais dites-moi pourquoi. Donc, si vous voulez, le climat était beaucoup plus apaisé, hein, mais voilà. Et moi, je leur dis, mais monsieur, moi, 33, je le refuse, hors de question. Il me dit, bon, on va chercher un ultime arbitrage. Et je vous donnerai cet ultime arbitrage que j'ai eu ce matin après. On va chercher un ultime arbitrage, mais pour autant, vous devriez prendre ça plutôt que de retomber à 30, 25 ou 20, on ne sait pas trop finalement à combien on retombait, puisque la discussion juridique n'était pas simple. Et heureusement qu'on avait notre juriste et notre DG avec nous qui pouvait recadrer les choses. Moi, je leur ai dit, mais messieurs, dames, si vous voulez faire des économies, on a des propositions à faire. On peut voir avec vous comment faire des économies. On peut aussi voir avec vous comment on partage ces économies et comment on flèche une partie de l'argent pour compenser une perte d'argent qu'on aurait sur une baisse de remise, de plafond de remise. Et je dis pour l'instant, tant que les choses ne sont pas écrites dans le marbre, il est hors de question de faire confiance à des gens qui vous font des promesses. Je vous rappelle quand même qu'on a eu une promesse faite par Frédéric Valletoux, et quand on leur dit aujourd'hui, mais M. Valletoux, ancien ministre de la Santé, il était à votre place il y a quelque temps, nous a fait des promesses, il nous répond « Ah oui, mais les choses ont changé, aujourd'hui, les promesses, on ne peut plus les tenir. » Donc moi, je ne peux pas me contenter de promesses, c'est impossible. Donc voilà, on s'est bagarré, on a redemandé l'ouverture d'un avenant 2, qui soit un avenant économique, et un avenant aussi pour modifier notre mode de rémunération. Il faudrait tout au moins qu'on ait très rapidement ce qu'on appelle la lettre de cadrage. La lettre de cadrage, c'est une lettre qui vient du ministre et qui donne l'ordre à l'assurance maladie d'engager des négociations avec une profession, en l'occurrence nous, et qui définit le cadre de ces négociations. Donc il faut définir en disant, il y a des économies à faire, on fait des économies, par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner,
en ouvrant le répertoire. En France, on a un répertoire qui est comme ça quand il est comme ça dans les autres pays. Si on ouvre le répertoire, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est du gagnant pour eux, c'est du gagnant pour nous, et on partage ces économies. Ça peut être, il y a d'autres choses à faire. Donc, on a cette lettre de cadrage qui doit dire on partage des économies. Deuxièmement, on modifie fondamentalement le mode de rémunération qui aujourd'hui est bien trop lié au volume par le 1 euro à la boîte. Bref, il faut qu'on ait des certitudes. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune certitude et ils m'ont demandé d'accepter les 33 et de laisser tomber, bien sûr, toutes les mobilisations qui étaient en cours. Toutes les mobilisations qui sont prévues. Alors, je vous rappelle que les mobilisations qui sont prévues ont été concertées à plusieurs avec la FSPF, avec l'UDGPO, donc l'UDGPO et Fédergie qui sont des syndicats de groupement, et avec Christophe Le Gall qui est le président de l'UNPF. Et mon CA m'a demandé d'être consensuel et de rester dans cette unité. Donc, on a bien sûr resté dans cette unité qui est de dire on a eu des manifestations aujourd'hui qui sont grève des gardes, arrêt du tiers payant pendant les gardes, manifestation aussi prévue en septembre avec une journée de fermeture et avec aussi tous les samedis fermés à partir de septembre. Ça, c'est ce que l'unité a demandé. Après, moi, j'ai fait rajouter une petite ligne en disant qu'il pouvait y avoir des actions qui soient des actions locales. Ces actions locales, elles sont possibles, elles sont même, voilà, elles sont très bien, elles sont. Alors, on essaye simplement de ne pas prendre les patients en otage. Moi, je redonne ma ligne rouge qui est de dire on va aller contre les patients, c'est très compliqué. Je sais que c'est quelque chose qui est très demandé parfois, que par exemple on arrête la vaccination, on arrête des prises en charge de patients. Moi, ça me gêne. J'aimerais pas qu'une personne âgée soit hospitalisée parce qu'on a refusé de lui faire un vaccin grippe, par exemple, cet hiver. C'est mon avis. Là, je parle pas en tant que président de l'SPO, je parle en tant que Pierre-Olivier Variot, pharmacien. Voilà. Et la dernière proposition qui a été faite ce matin très tôt, c'était de dire on passe plus de 33, mais à 34%, 1%. 1%. On arrête. Et par contre, on a un écrit de promesse d'écrit de lancer les négociations, de rouvrir la main. Mais je n'ai pas de lettre de cadrage. Donc moi, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai une émission, enfin j'ai une interaction avec les pharmaciens entre midi et 2, je vais leur en parler, on va voir ce qu'ils vont dire. Deuxièmement, je fais un conseil d'administration ce soir pour qu'ils me donnent la ligne de ce que l'on doit faire. Mais voilà, vous avez toutes les propositions qui sont faites en sachant que, pour moi personnellement, accepter une baisse à un moment donné, c'est risquer d'avoir une autre baisse dans l'avenir et ça ne s'arrêtera pas parce que leur but est d'arriver à une remise des génériques à 20%. Voilà. Je ne sais pas, Olivier, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense, j'ai réfléchi, est-ce que tu as... Non, tu as tout dit. Hein, Moi, j'ai compris hier que c'était un... Je pensais qu'il irait un peu plus loin que ça quand même, puisqu'il parlait de trucs global entre l'ouverture, et il avait l'air content de ce qu'on pouvait lui apporter comme économie. Et tu vois, ça pas... J'ai bien compris que Matignon, c'est Matignon qui dirigeait et qu'ils n'avaient pas trop leur mot à dire. Ça, j'ai bien compris ça quand même. Voilà. Donc, moi, je voulais vous donner ces dernières informations-là. Il y a eu aussi des actions qui ont été faites en local pour attaquer les réquisitions par les préfets. Et là, je vais laisser Suga, notre juriste, pour vous en parler un petit peu et vous donner un petit peu le contexte et comment ça s'est passé. Oui, alors du coup, on a eu deux recours contre des arrêtés de réquisition. Donc, un qui a été à l'initiative de l'USPO Grand Est et le second à l'initiative de l'USPO du Var. Dans les deux cas, le juge des référés a été saisi pour demander la suspension de l'exécution des différents arrêtés. Et dans les grandes lignes, en fait, il est reproché au préfet d'avoir procédé en fait à une réquisition générale et non ciblée en réquisitionnant l'ensemble des pharmacies qui figuraient sur le tableau de garde. Donc en fait, on lui reproche de ne pas avoir envisagé
de rechercher une organisation, enfin un fonctionnement minimal du service, donc soit en diminuant les horaires, soit en réduisant peut-être le nombre d'officines réquisitionnées et que de manière à maintenir quand même un accès aux soins pour les patients, mais pas tel qu'il était fixé hors cas de grève. Et donc, en procédant à de telles réquisitions, le juge administratif a reconnu que cela portait atteinte en fait à la liberté fondamentale du droit de grève pour les pharmaciens. Voilà, merci beaucoup. Et on laisse bien sûr la liberté à chaque département, en fonction des tableaux de réquisition, de pouvoir avoir telle ou telle action. Voilà, donc ce matin, on a eu une réunion. Oui, vas-y Olivier, je dirai après. Oui, pour continuer sur Nous, on a demandé dans 77 à l'ARS de réduire le tableau de garde au minimum. Et la déléguée territoriale m'a demandé de lui envoyer la liste. Elle a l'air assez d'accord. Je sais pas, on va voir. Donc, pour septembre, on aura un tableau de garde réduit au minimum. On divise les secteurs par 2. Voilà. Alors, ce matin, donc, j'ai eu juste avant notre webinaire actuel une réunion avec ce que j'appelle l'intersyndicale, c'est-à-dire ah oui, alors juste une chose aussi, je vous ai donné le taux de remise du plafond de remise des génériques. Sur les biosimilaires, ils sont à 15%. Voilà, la remise proposée est 15%. Donc, on a eu une réunion ce matin avec Philippe Besset de la FSPF, Christophe Legal de l'UNPF, Laurent Filoche de l'UDGPO et Alain Groslo de Fédergie, où les quatre, où j'étais le seul finalement à dire que moi j'étais toujours contre accepter ça. Tous me disaient, mais bon, finalement c'est mieux que rien. C'est peut-être mieux prendre ça et essayer de négocier après. Et moi je leur ai dit, mais pour l'instant on n'a aucun après. On s'est fait avoir par un courrier de M. Valtou qui était ministre, c'est quand même pas un courrier de n'importe qui, mais une parole qui n'était pas suffisamment dure et qui n'était pas faite de façon inscrite dans le marbre. Et du coup, on se retrouve couillonné aujourd'hui. Excusez-moi de le dire, mais on se retrouve couillonné parce que M. Valtou n'est plus là, parce que aujourd'hui, la lettre qu'il a faite n'engageait que lui. Voilà. Donc les autres représentants, tous ont dit, à 34-15, 34 pour les génériques et 15 pour les biosimilaires, on accepte, à condition qu'il n'y ait pas le passage au 20-20. Mais à condition que quoi? Je veux dire, dans 6 mois, le gouvernement n'est plus là. De toute façon, il ne sera plus là. Donc le gouvernement suivant, il ne sera pas lié par une promesse de ce gouvernement-là. Il faut arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme certitude plus qu'un écrit ministériel? J'ai un écrit ministériel de Valtou et pour autant, eux ne veulent pas le reconnaître aujourd'hui en disant non, c'est pas possible, non, on ne peut pas y donner droit parce que la situation a changé et que de toute façon, M. Valtou n'est plus là. Donc la situation a complètement changé. Donc là, j'avoue être un petit peu seul parce que aujourd'hui, l'USPO est le seul qui se bat encore mordicus pour ne pas baisser ce plafond. Alors, quand je vous parlais du plafond 20-20, c'est la remise générique tombe à 20%. Donc, aujourd'hui, elle est à 40. Elle passe à 34. D'après le schéma ministériel, hein, aujourd'hui, elle est à 40 jusqu'au 31 juillet. Elle passe à 34 entre le 1er juillet, entre le 1er août et le 1er octobre, en fonction de certaines dates, on ne sait même pas encore trop. Et elle passerait en 2027 à 20%. 20%. Ça veut dire que entre 40 et 20%, ça représente 600 millions d'euros de pertes pour le réseau. Donc, on leur dit, mais c'est impossible d'accepter ça. Vous allez nous tuer. Donc, il faut qu'on transforme ces 600 millions d'euros en autre rémunération. Et c'est là qu'ils nous disent, oui, vous aurez une lettre pour le faire. Sauf que la lettre, moi, elle n'engage personne pour l'instant. Je n'ai pas de lettre qui demande clairement à l'assurance maladie de réouvrir une négociation. J'ai juste une lettre et encore, moi, je ne l'ai pas, cette lettre, hein, puisque ils ne me l'ont pas dit. Et, ils me l'ont juste dit à l'oral, je n'ai pas le courrier. Apparemment, Philippe Besset aurait cette lettre-là, disant, on va demander à l'assurance maladie d'ouvrir une mission pour commencer de regarder les choses en vue d'ouvrir une négociation. Mais la négociation, elle n'est pas faite. Elle n'est toujours pas lancée. Donc, voilà,
ma position a été la position de l'USPO, c'est pas la mienne, c'est celle de l'USPO, c'est celle du conseil d'administration, c'est de dire on ne touche à rien. Il faut impérativement continuer de se battre pour que le plafond ne bouge pas. Et si toutefois le plafond devait bouger, c'est qu'avec un écrit engageant, pas avec un écrit qui est du potentiel. Un potentiel écrit, pardon. Voilà. En ce moment, je n'ai rien de certitude, je n'ai aucune certitude. Hier soir, j'étais encore en relation avec le cabinet de ministre Neuder, où je leur ai dit, mais écoutez, sur quel écrit on peut se baser? Il me dit, est-ce qu'une lettre de cadrage vous va? Oui, la lettre de cadrage, ça va, puisque la lettre de cadrage, c'est un ordre qui va du ministre, même si après il est parti, ça ne change rien, le ministre à l'assurance maladie. Mais aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourrait nous faire dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je n'ai pas ça. Je n'ai rien. Donc, la question que l'on va se poser, parce que eux veulent qu'on prenne les 34, mais qu'en même temps, on arrête toute manifestation. Aujourd'hui, la grève des gardes, ça les embête. Aujourd'hui, le fait qu'on ne fasse plus le tiers payant en garde, ça les embête. Demain, qu'on touche à la PDA dans les EHPAD parce qu'on n'aura plus les moyens économiques de le faire, ça les embête. Et ils veulent qu'on arrête tout ça et les manifestations futures. Moi, je n'ai pas l'impression que dans les départements, ce soit comme ça que ça s'écrive. Voilà. Donc, moi, je voulais vous donner ces informations qui sont importantes parce que c'est l'avenir du réseau. Voilà. Je ne veux pas la politique du moins pire. Pour moi, il est hors de question que ce soit ça. Et voilà, je comprenais ma désillusion quand j'ai vu, lors de la dernière réunion, que les quatre autres personnes présentes dans cette intersyndicale étaient prêtes à lâcher à 34,15, pardon, 34 de remise générique de plafond et 15 de plafond de biosimilaire, à condition qu'il n'y ait pas le passage à 20-20, 20 de remise générique, 20 de remise sur le biosimilaire. Je pense que c'est un véritable danger. Je pense que c'est un véritable déconvenu pour la profession. Mais j'avoue être aujourd'hui bien seul dans cette bagarre. Autant jusqu'à hier soir, on était les 5 unis, autant là, aujourd'hui, je me sens bien seul. Oui, Olivier, vas-y. Oui. Ce que j'ai cru comprendre hier, c'est que si on n'acceptait pas quelque chose, on passait au truc minimum. C'est ça qui m'embêtait, moi. C'est ce qu'il disait. Alors oui, a priori, ça a un peu changé. A priori, si on n'accepte pas, on sera à 30 ou 33. Mais bon. Et l'autre chose que j'ai compris, c'est que Neuder voulait participer à cette fameuse réunion avec la CNAM. Il dit, je veux une réunion avec Fato, mais je veux y être. C'est ce qu'il disait hier soir. Donc voilà. Donc nous, la position de l'USPO, c'est toujours 40, 40, 40. Aucune négociation pour l'instant. Aucune. Et c'est ce qu'on leur a dit. On a commencé par leur dire en bloc, c'est pas la peine. Et ce matin, quand le conseiller de Madame Vautrin me dit on va aller se battre pour chercher le 34, je dis non, c'est même pas la peine. Enfin, moi, vous me convaincrez pas avec le 34. Donc, laissez tomber, n'allez pas perdre du temps. Vous avez sûrement autre chose à faire que d'aller chercher un point. Vous me diriez, si je vais chercher les 6 points qui manquent pour aller à 40, je dirais, OK, là, je suis avec vous. Mais pas de passer de 33 à 34. Enfin, le mandat que le CA de l'USPO m'a donné est de ne pas lâcher à 34. Ça, c'est certain. Voilà. Je sais que dans les départements, c'est en train de s'organiser plus ou moins. Eh bien, écoutez, faites, hein, allez-y, faites. Moi, je ne veux pas casser l'union qui a été donnée, parce que si jamais c'est le cas, on va me faire des reproches. Donc, il n'est pas question d'aller dire que j'ai cassé cette union. Cette union a défini certaines mobilisations au niveau national, donc on va les garder. Par contre, si au niveau local et au niveau départemental, il y a des gens qui veulent qu'ils ne veulent pas, ils veulent faire d'autres actions, ben, ils sont bien sûr les bienvenus. Maintenant, si vous avez des questions là-dessus, on veut bien répondre. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Pascal Marie qui a levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, monsieur.
Oui, alors, juste pour être sûr, les 34% dont vous parlez, que le ministère vous a proposé ce matin, ils vous ont dit qu'ils étaient prêts à aller le négocier. Pour l'instant, c'est pas sûr, en fait. Même le 34% n'est pas sûr. C'est ce que le ministère s'est engagé à aller le demander, à essayer d'aller l'obtenir. Mais pour l'instant, c'est même pas garanti qu'il puisse l'avoir, ce 34 alors. Tout à fait. Tout à fait. Mais à la limite, je vais vous dire, enfin, moi je parle, alors là, je vais parler au nom du SPO. Hein. Qu'ils aillent chercher 33 ou 34, ça ne va pas changer grand-chose. 33, 34, c'est pas 40. Et le mandat qu'on a, c'est 40. Et c'est pas en dessous de 40. D'accord, merci. Sauf à nous expliquer qu'on bascule on bascule les 6 points sous une autre forme, mais que pour le réseau, ça ne changera rien. Mais aujourd'hui, j'ai aucun écrit. J'ai aucune certitude. Donc aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, c'est juste une perte sèche pour le réseau. Et c'est une perte sèche qui est beaucoup plus importante pour le réseau que pour l'industriel. Et pour le réseau, ça va être une double, voire une triple peine. Première peine, ce sera la baisse du plafond. Deuxième peine, ce sera la baisse de prix qui va impacter directement une baisse de marge, pas en pourcent, mais en euros. Et peut-être, là c'est pas une certitude, mais peut-être, pour certains médicaments, on va en plus changer de tranche de marge dégressive lissée, ce qui va encore plus impacter notre perte. Donc pour l'instant, c'est niet, net. Merci beaucoup, Olivier. Je vous laisse prendre le micro. Oui, je ne sais pas qui est-ce. Ah oui, Charlotte, vas-y. Vous pouvez parler. Bon, en attendant, alors, je vais laisser la parole à monsieur ou madame Lavalette. Oui, bonjour, Madame Lavalette. Tout d'abord, merci de vous battre pour nous. Hein. Merci. Par contre, j'ai 2 questions. La première, malheureusement, je suis entièrement d'accord avec vous, il ne faut rien lâcher. Sauf qu'on sait très bien que dans une négociation, à un moment donné, il va falloir lâcher un tout petit peu. La question que j'ai, c'est que, est-ce que si on accepte une baisse, est-ce qu'on ne peut pas sécuriser qu'il n'y ait pas une deuxième baisse derrière? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes certain que le 34%, c'est forcément derrière pour arriver à 20? Ça nous a été présenté en réunion interministérielle comme une volonté d'aller à 20% sur le plafond des remises génériques, comme 20% sur le plafond des remises des biosimilaires. Oui, c'est leur but. Leur but, c'est ça. Après, est-ce que ce sera écrit dans un seul arrêté en disant on passe à 34, puis après on passe à 20 en 2027? Est-ce que ce sera écrit comme ça? Ou est-ce que ça ne sera pas écrit? Mais en tout cas, c'est toujours ce qui a été dit. Et si vous voulez, il ne faut pas qu'on soit surpris quelque part, parce que ce qui a été écrit là, ça a été mis en musique dès le début d'année. Dès le début d'année, les gens du ministère nous disaient on va rééquilibrer les remises et on va baisser la remise générique pour financer la remise biosimilaire. Ce qui n'a jamais été dit comme ça au départ. Donc après, moi je pense que si on se dit qu'on se couche trop vite, voilà, il y aura indéniablement ces 2 passages-là. Et aller chercher une remise supplémentaire sur le biosimilaire, même si je sais que ce n'est pas égal pour toutes les pharmacies et que le gros problème du biosimilaire, c'est qu'on n'est pas tous égaux suivant les villes dans lesquelles on travaille, essayer d'aller se battre un peu plus sur le biosimilaire, ça ne peut pas aussi être une voie? Oui, mais comme vous l'avez dit, les biosimilaires, ça représente 7 à 8 fois moins de volume de remise. Donc, si vous voulez, en donnant 15%, on est très en dessous de la compensation. Voilà. Et même si on était, alors il y a différents calculs, mais en étant à 34,15, on est à peu près à l'équilibre d'un point de vue macro, macro des officines, mais des officines au niveau du réseau. Par contre, à officine égale, on fait à peu près le même chiffre d'affaires de générique. Par contre, on est très très loin d'avoir un équilibre au niveau des biosimilaires. On regardait entre 2 officines équivalentes là récemment, et on voyait que par exemple, l'Humira, ça passait de 2 par mois dans une officine pour 2 officines équivalentes, hein, à 7 par mois pour une autre officine. Vous voyez que la remise ne va pas être la même du tout. Et vous voyez que l'apport d'argent en argent, en euros, ne va pas être la même chose. Donc on va complètement
déséquilibrer le réseau en plus. Et est-ce que vous avez chiffré à combien il faudrait montrer l'acte vaccinal parce que les choses soient claires, à un moment donné, même si je suis contre, on va forcément être obligé de lâcher le 40. Parce que malheureusement, même si je ne suis pas pour qu'on le fasse, ça s'appelle une négociation, ils ont commencé, donc on va forcément être obligé de lâcher. Mais est-ce que vous avez chiffré à combien devrait être rémunérée, revalorisée une vaccination pour compenser cette perte si on l'acceptait de 6%? Alors non, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait, parce que pour moi, je ne veux pas valoriser une perte par un nouveau travail. Aujourd'hui, la vaccination est un nouveau travail. Ça prend du temps et c'est un nouveau travail. Moi, ce que je veux, c'est éventuellement de dire, on valorise, alors pas pour le 34. Le 34, pour l'instant, ce n'est pas possible et pour moi, ce n'est pas lâché. Mais la discussion, c'est de dire si un jour on devait revoir le modèle économique, comment on transfère de l'argent des génériques sur autre chose, mais sur autre chose qui soit du dur, c'est-à-dire un honoraire à l'ordonnance, par exemple. C'est-à-dire, regardez, je vais vous faire un exemple simple. Ne me faites pas dire que c'est ce que je souhaite, mais c'est un exemple pour que vous compreniez bien. Si on passe de 40 à 20 de remise de biosimilaires, de remise générique, ça représente en gros 600 millions d'euros. Il y a en gros 600 millions d'euros d'ordonnance, donc si on met 1 euro à l'ordonnance en plus, eh bien, ça va compenser, macro. Est-ce que maintenant toutes les pharmacies vont être gagnantes? J'en sais rien. Ça va compenser. Mais ça, ce n'est pas du travail en plus. Moi, si vous me demandez de compenser 600 millions d'euros de pertes par de la vaccination, il va falloir que l'acte vaccinal ne soit pas à 30 euros, hein, parce que je ne sais pas combien vous faites d'acte vaccinal. D'autant plus, il ne faut pas l'oublier, que toute la vaccination Covid et la vaccination grippe ont été considérées dans l'avenant 1 comme des actes qui ne seront pas revalorisés. Donc, ils resteront à 7,50. OK. Donc, pour nous, sauf si le conseil d'administration me dit ce soir on change, pour nous, on ne bouge pas de la ligne qui est de dire on n'accepte pas cette baisse. C'est 40 non négociable. Merci. Je laisse maintenant la parole à Cyril Colombani. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Je pense qu'il faut qu'on sorte du syndrome de Stockholm. Il y en a marre de se battre pour pas perdre. Ras-le-bol de tout le temps courir après le fait que on ne vole pas notre argent. Ras-le-bol de devoir à chaque fois dire ah ben ouais, ça aurait pu être pire. Merde, les biosimilaires, ça devait être de l'argent en plus pour les pharmacies. C'est pas pour équilibrer ce qu'ils nous prennent d'un côté ou de l'autre. Marre aussi d'avoir le gouvernement qui refuse de baisser les prix du Vyndaqel, du Dupixent ou d'autres choses, où là, ce sont les actionnaires de Sanofi, Amgen et consorts qui se gavent. Et ils se gavent sur qui? Sur le dos des soignants, parce qu'il y a les pharmaciens, mais il y a aussi les médecins, les kinés, il y a tout le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient de notre force. Je peux vous dire que dans le 06, on fait 3 jours de grève. Le 15, le 16 et le 17 août, on est fermé. Et les départements qui ne veulent pas y aller, ils ont peur de quoi? Parce que la journée du 16, la plupart des gens sont déjà fermés l'après-midi. Et là, c'est un signal à envoyer à tout le monde. Et tous ceux qui font de la PDA, et tous les gens que vous connaissez qui font de la PDA, mais le jour où il n'y a plus la remise générique, la PDA gratuite, plus personne ne peut en faire. On a les moyens aujourd'hui de faire plier le gouvernement. On a même les moyens de le faire tomber. On voit 4 millions de personnes par jour. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Les économies sur les pharmaciens, il faut que ce soit terminé. Et les gens qui vous disent le contraire sont des traîtres à la profession. Et les gens qui essayent de convaincre qu'il y a encore du gras sur les pharmacies sont des traîtres à la profession. Il faut nous tous qu'on soit déjà conscients de ça. Et Pierre-Olivier a besoin d'avoir des pharmaciens sur le terrain qui ont conscience de ça. Parce que si on commence déjà à dire « Ah ben ouais, mais c'est bon, les 40, on les a déjà perdus. » Non, les 40, on les a pas perdus. Les 40, on les perdra peut-être, on sera d'accord pour les négocier quand ils auront mis quelque chose sur la table qui fait que sur la dispensation de médicaments et pas sur un autre poste, on garde la même marge sur les entreprises. Mais tant qu'ils ne nous mettent pas plus sur l'honoraire à l'ordonnance ou que sais-je, eh ben on ne touche pas aux 40. Les 40, il n'y a pas à toucher tant qu'ils n'ont pas compensé sur ailleurs. Et il faut qu'on soit tous moteurs pour ça, et il faut qu'on soit tous là à soutenir Pierre-Olivier pour quand il est dans les négos, qu'on soit derrière lui. Voilà. Merci Cyril, merci beaucoup. Je vous promets hier avec Olivier qui était là, il y avait Marie-Josée aussi qui était là, et puis Lucie Hélène,
la pression était lourde. Hein. La pression était lourde. Hein. Parce que c'était si vous ne prenez pas, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, j'ai été jusqu'à leur dire, vous savez, je vais être très cynique, hein, mais si on n'arrive pas à négocier avec vous, ce que mes pharmaciens me disent, c'est pas grave, on négociera avec le prochain gouvernement. Je leur ai redit ce matin, ils apprécient très moyennement qu'on leur dise ça. Hein. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec vous. La seule bataille qu'on a perdue, c'est celle qu'on n'a pas menée. Je suis sûr, tout à fait. Donc moi, je suis pour me battre jusqu'au bout. Si après, il y a une proposition de transfert, on pourra revenir et discuter, mais pour l'instant, ce n'est pas une proposition de transfert qui est faite. On passe de 40 à 34, net. Et peut-être, plus tard, on verra. Moi, je ne suis pas d'accord sur le plus tard, on verra. On s'est fait avoir. Philippe Besset, en signant l'avenant 1 avec une promesse d'avoir les remises biosimilaires pour compenser et pour apporter, s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, je veux dire, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas été méchant, il s'est juste fait avoir. Et moi, je ne veux pas me faire avoir. À l'USPO, on supposait que la parole donnée ne porterait pas ses fruits plus loin qu'eux, puisqu'il n'y avait pas de discussion autre. Je ne veux pas me faire avoir. C'est trop lourd d'avoir sur les épaules le poids de se dire on a un réseau, on veut sauver le réseau, et avec une parole donnée, on s'en fout, et s'il y a des morts, on s'en fout. Non, moi, je ne peux pas tolérer ça. C'est impossible. Je ne me regarderai pas dans la glace sinon. Pierre-Olivier, si Besset signe, on est tous dans le… Alors, ce ne sera pas une signature, parce que ce n'est pas une convention, ce n'est pas un avenant, c'est un arrêté. Donc, ils feront ce qu'ils voudront, c'est ce qu'a dit Cyril. Peut-être qu'ils le feront malgré nous, même vraisemblablement, ce n'est pas un problème. Mais si on ne leur montre pas qu'on n'est pas prêt à accepter ça, si on ne leur montre pas qu'on est prêt à se mobiliser pour discuter et pour aller contre cette décision, c'est sûr qu'on va perdre. Ça, c'est certain. C'est pas on verra plus tard. C'est on se met autour de la table tout de suite et on discute. Et si on discute, on arrive à un plan, et peut-être que ce plan peut être intéressant, je ne dis pas le contraire, et à ce moment-là, on reviendra vers vous. Mais en tout état de cause, si le plan n'est pas intéressant, ou si on n'a pas de plan, ou si on n'a que des promesses, pour moi, la promesse, ça n'engage que celui qui l'entend. Donc, pour moi, la bagarre, elle est devant, elle n'est pas derrière, et il faut continuer la bagarre, et peut-être même l'intensifier. Merci Pierre. Je laisse maintenant à un homologue, Pierre Ansenis, ouvrir son micro et à poser sa question. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Écoute, petit message depuis Mayotte où on est tous mobilisés grâce à notre président et à l'aide du national. J'avais 2 remarques à faire. La première, c'est que je pense que ça fait plaisir de voir des pharmaciens qui sont un peu moins passifs que ces 20 dernières années où on a vu quand même le prix du Plavix passer de 80 à 16 € la boîte. Et je pense qu'on aurait dû se bouger il y a bien longtemps pour que les gouvernements successifs ne prennent pas les pharmaciens et les médicaments comme des leviers faciles pour faire des économies quand on voit comment ils sont capables de dépenser leur argent avec les autres sujets. Donc, je suis content de voir qu'on peut se mobiliser. Bravo à Cyril dans le 06. J'espère qu'il y aura d'autres départements qui se bougeront avant qu'il soit trop tard. Deuxième point, parce que j'en entends pas parler et ça m'inquiète. La remise à 40% dont tout le monde parle et qu'on ne veut surtout pas lâcher, c'est bien. Mais on est tous avec des contrats particuliers avec des entreprises génériqueurs et on a souvent des remises qui vont bien au-delà des 40%. Donc moi, je dirais faire en sorte de se battre pour ne rien perdre et pas seulement le 40%. La DGCCRF a bien rappelé aux syndicats que toute remise, coopération commerciale et autres ristournes ne doit pas dépasser le 40% actuel. Donc, j'ai envie de dire, si on se bat pour rester à 40, on perd déjà énormément. Mais tu sais, Pierre, voilà, le combat, il est là aussi, il est devant. Alors, il y a certains. La DGCRF est actuellement en train de regarder les différents contrats pour regarder ce qui existe et ce qui est illégal. Et effectivement, ça va être compliqué. Mais le but est de sauver le réseau. Voilà.
C'est vraiment d'apporter une solution qui soit pérenne et qui permette de sauver le réseau et pas que tous les 6 mois, on doive se battre comme on le fait là actuellement parce qu'on a telle ou telle atteinte contre nous, telle ou telle action qui est là. Voilà, je pense que le combat est réellement maintenant. Il ne faut pas le perdre. Il faut essayer de ne pas perdre la bagarre et de ne pas perdre la guerre. Merci beaucoup. Je Pour laisse ça, à maintenant. nous aussi d'être bons, pardon. excuse-moi, je finis juste, et pour ça, à nous d'être bons au comptoir aussi tous les jours dans nos délivrances, pour que les gens fassent bien la différence entre une grande surface et une pharmacie. Merci Pierre. Et je laisse maintenant au président de Mayotte. J'ai vu qu'il a levé la main s'il veut rajouter quelque chose à ce que son confrère vient de dire. Gérard? Oui, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Olivier. Merci pour ton combat aussi. Et alors, bon, je passe derrière Cyril. Je suis toujours d'accord avec Cyril, donc c'est compliqué. Mais il y a quelque chose. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec lui, comme quoi j'en ai marre. On est à se battre pour récupérer ce qu'on nous veut. Moi, je l'ai toujours dit que j'ai jamais eu une mentalité d'esclave. Et autre chose aussi, si jamais. Je pense qu'en fait, envisager de rattraper les pertes via une valorisation des nouvelles missions, c'est aussi compliqué parce qu'aujourd'hui, on a toujours dit qu'à l'USPO, on se battait pour tout le monde. Il y a des petites pharmacies qui ne font pas les nouvelles missions. Donc, ces pharmacies-là, on risque fortement de les abandonner. Donc, je pense qu'il faut être ferme, il ne faut rien lâcher, pas de contrepartie, rien du tout, pas de négociation. Moi, je pense vraiment que si on lâche quoi que ce soit, en fait, il ne faut pas bouger la situation des génériques. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est on ne touche pas dessus et point barre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dis que l'on revoie le mode de rémunération des officines, parce qu'aujourd'hui, il est plus adapté. Ça, effectivement, c'est quelque chose d'important. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, le 1 euro à la boîte, est-ce que vous savez combien il pèse dans votre rémunération aujourd'hui, le 1 euro à la boîte? Aujourd'hui, le 1 euro à la boîte, il pèse à peu près, alors Guillaume Racle, qui est notre spécialiste de l'économie, n'est pas là parce qu'il est en vacances et il a bien raison, mais il me corrigera peut-être, mais ça représente en gros 44 à 45% de notre rémunération. 44 à 45% de ce que vous gagnez est porté par l'euro à la boîte. Ce qui veut dire que si vous dispensez moins de boîtes, parce que c'est ce qu'on va vous demander à un moment donné, et c'est ce qu'on a négocié avec la convention médicale, que les médecins prescrivent moins, vous allez directement taper vous allez moins dispenser de boîtes, donc vous aurez moins de 1 euro, et comme ce 1 euro pèse lourd, directement, vous allez vous amputer d'une partie importante de votre rémunération. Donc ça, il faut que ça change. Il faut qu'on modifie cette rémunération-là pour ne plus qu'on soit lié au volume aujourd'hui comme on l'est. On a plusieurs façons de le faire. Alors, on va pas rentrer maintenant dans ce débat-là, mais qu'aujourd'hui, on dise, on modifie le mode de rémunération et on transfère de l'argent pour le sécuriser à droite à gauche, ça, c'est différent. Mais ça fait partie d'une réflexion. Ça ne fait pas partie d'une chose qui est en claquant des doigts. Parce que quand on fait ça, il faut vérifier que toutes les officines gagnent, ou tout du moins qu'il n'y ait pas trop de pertes. Donc, si vous voulez, ça c'est un vrai travail. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas question de dire qu'on abandonne le plafond et de l'argent venant des génériques, pour l'instant, pour rien. C'est rien. D'accord. Des batailles qu'on pensait perdues d'avance, on en a gagné. Hein. On en a gagné. Simplement, il ne faut pas baisser les bras. Et si jamais on baisse les bras, moi, c'est ce que j'ai dit hier au ministre. Parce que le ministre me dit hier, mais peut-être que M. Barriot, il faudrait mieux prendre 33, parce qu'hier c'était 33, aujourd'hui c'est 34, potentiel, hein, c'est ce qu'a dit Pascal Marie, hein, c'est pas acquis. Vous devriez prendre 33 plutôt que 25, puisqu'il nous parlait hier de redescendre à 25. Et je dis, mais monsieur le ministre, entre 33 et 25, de toute façon, vous nous tuez. De toute façon, on est mort. Et bien moi, je préfère crever en me battant que de crever en baissant ma culotte. Voilà, je pense qu'il faut de toute façon jouer le tout pour le tout. Oui. Et après, c'est comme je l'ai dit, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier, par exemple, on en connaît tous des titulaires où ils sont que 2 dans la pharmacie. Les nouvelles missions, c'est pas pour eux. Donc, si on accepte des baisses en échange. Non, mais tu as raison. Et ça n'a jamais été notre cas. On n'a jamais accepté ça. Ouais, et voilà. Donc la discussion, elle n'est pas à ce niveau-là, je te promets. Ils ont tenté de nous emmener là-dessus. Et ça, je leur ai dit non. Parfait. Tu me rassures beaucoup.
Merci. Merci à toi. Voilà, donc peut-être on devra crever, peut-être, mais on ne crèvera pas sans se battre, ça c'est sûr. Et moi, je préfère me dire que je me bats jusqu'au bout, plutôt que de me dire je me déballonne, et finalement, ça aurait pu être pire. Moi, cette phrase, je ne peux plus l'entendre. Merci Pierre, je laisse maintenant la parole à Robin Teinturier pour poser sa question. Votre micro est ouvert. Oui, bonjour. Déjà, premièrement, merci beaucoup pour ce que vous faites pour notre profession. Je suis arrivé en cours de route, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je reviendrai dessus après. Premièrement, je voulais déjà dire que je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses sur tout ce qui est nouvelles missions, rémunération et tout ça. J'ai pu le mettre dans le chat là tout à l'heure. Moi, j'en ai marre d'entendre ça, tout simplement parce que je suis pharmacien, je suis expert du médicament depuis le départ, depuis mon diplôme. Je dois pouvoir gagner ma vie convenablement en délivrant des médicaments, en faisant ce que je fais tous les jours avec mes patients. Moi, je suis dans une pharmacie rurale. On fait des nouvelles missions, on a proposé des bilans de médication aux gens, on en a fait, on fait de la vaccination parce que malheureusement, autour de chez moi, il n'y a plus aucun médecin et on est le premier rempart pour les patients à l'accès à la santé. Et malheureusement, je vois que plus ça va, plus les années passent, plus je perds de l'argent à cause de tout ce qui se passe, des plafonds qui vont certainement diminuer, même si on se bat contre ça. Et malheureusement, j'ai l'impression que ces nouvelles missions, même si elles sont mieux rémunérées dans le futur, elles ne vont pas nous aider. Moi, je veux qu'on se batte vraiment pour ces rémunérations sur le générique, sur les médicaments et sur notre expertise du médicament vraiment. Voilà, je voulais juste redire ça. Et maintenant, ma question, en fait, elle va plutôt porter sur l'actualité du gouvernement, en fait. On sait que là, avec le budget qui a été présenté, enfin l'esquisse de budget qui a été présentée par le Premier ministre en début de semaine, on a potentiellement des députés de tous les camps qui seraient propices à faire chuter le gouvernement. Est-ce que nous, on a une action auprès des députés de n'importe quel bord par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à les sensibiliser correctement? Et est-ce qu'on a une parole qui porte auprès de ces députés? Alors oui, alors merci pour votre témoignage, mais oui, on a activé beaucoup, tous nos présidents locaux ont activé leurs députés, sénateurs, etc. Mais ça a été énorme. On a reçu, alors Charlotte pourra dire le nombre exact, mais je crois que c'est une 140aine à peu près de courriers de députés et sénateurs nous disant qu'ils avaient activé le gouvernement. Et je vous promets que 140 courriers, c'est énorme. Et ces 140 courriers, c'est qu'une partie, parce qu'il y a beaucoup de députés et sénateurs qui l'ont fait sans nous le dire. Donc, c'est très important. Il y a énormément de pression et de tous bords. Hein. Ça va de Ruffin jusqu'à l'extrême droite. Tout le monde. La pression est très forte de tous bords. Donc, ils savent. Et je leur ai dit à la réunion, vous avez dû voir la pression des parlementaires. Et quelque part, si ça arrive aujourd'hui, en pleine vacances parlementaires, vous ne croyez pas que ce n'est pas neutre? Vous croyez que c'est pas calculé? Aujourd'hui, il n'y a plus de parlement. On est en vacances. Donc aujourd'hui, voilà, chacun est rentré chez eux dans ses circonscriptions, peut-être parti. C'est maintenant qu'ils sortent ça. Voilà. Donc je suis persuadé que ça n'est pas neutre et je suis persuadé que le gouvernement va avoir quelques soucis à la rentrée. Et c'est bien pour ça que des promesses, je ne peux pas me contenter de promesses. Parce que des promesses d'un gouvernement qui, dans 2 mois, ne sera plus là, alors qu'on n'aura pas abouti sur les retombées finales des promesses, eh ben, ce sera une catastrophe. Donc, je ne peux pas me contenter de promesses. Et est-ce qu'on a aussi des campagnes de sensibilisation un peu plus poussées au niveau du grand public de prévu? Alors oui, c'est prévu ça. Et ça, Charlotte, c'est Charlotte qui est en train de tout organiser. Normalement, Charlotte, c'est parti à qui? C'est parti France entière? C'est parti adhérent? C'est parti à qui? France entière. Voilà, donc vous avez dû recevoir normalement une affiche pour une pétition qui est signée par tous les aujourd'hui d'ailleurs. Comment? Un rappel sera fait aujourd'hui d'ailleurs via notre point info. Voilà, et vous aurez tout. Et vous avez fait signer les patients. Je ne sais pas à combien on en était, mais ça avait grimpé très vite. Alors qu'on n'était pas encore sur le même volume que la loi du plomb, hein, mais ça avait grimpé très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture? Oui,
Marie-Dominique Aimin, j'ouvre le micro et je laisse poser votre question. Marie-Dominique? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc Marie-Dominique en Occitanie. Je voulais juste apporter deux éclairages. Merci Pierre-Olivier. Je pense qu'effectivement, on est à fond et toute l'Occitanie est à fond on a fait un sondage en fait auprès de tous les pharmaciens, d'abord adhérents. Comme on a eu un très, très fort taux de réponse, on a fait un sondage auprès de tous les autres pharmaciens d'Occitanie et on est à peu près à 80% de pharmaciens qui ont répondu, c'est-à-dire 200 pharmacies en 4 heures, qui ont répondu qu'ils étaient tout à fait partants pour fermer le samedi 16, pour qu'on ait 3 jours où il n'y a pas de pharmacien. Donc, on sait à quoi sert le pharmacien. Les régulations vont être débordées. Donc, je pense, voilà, on va certainement lancer le mouvement, on l'actera ensemble. Mais c'est très important et ça soutient parce qu'il ne faut rien accepter puisqu'en fait, ce n'est pas de la négo. Je réponds à d'autres questions, c'est pas de la négo, c'est unilatéral et je suis complètement d'accord avec Cyril. En fait, on nous enlève des choses, mais il n'y a pas de raison. Les gens, ils se battent pour avoir plus. Nous, on se bat pour qu'on ne nous enlève pas. C'est absolument anormal. Donc, il faut se battre. Il n'y a pas de négo à avoir là-dessus. Et deuxième point qui marche, qui est hyper important, c'est tous les pharmaciens qui font de la PDA. Il faut absolument. Donc, en Occitanie, on a un courrier qui est prêt, qu'on envoie à l'ARS Occitanie. Il faut que tous les pharmaciens ARS envoient un courrier en fait, au directeur de l'ARS pour suivre le plan d'action commun à tous les syndicats qui a été mis en place pour le 10 septembre, c'est-à-dire arrêt de la PDA, c'est-à-dire arrêt de mise en pilulier. On livrera les sacs, bien sûr, avec les poches, avec les boîtes, mais sans la PDA. Et ça, c'est un point extrêmement impactant. Donc, même si c'est aujourd'hui juste une menace et qu'on envoie le courrier, ça a énormément d'impact sur l'ARS. Donc, voilà, donc je vous engage à ceux qui feront de la PDA. On n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est important et ça a beaucoup d'impact. Donc, en tout cas, bravo Pierre-Olivier, tu as toute l'Occitanie avec toi. Merci Marie-Dominique, oui. Et je pense qu'il y a d'autres départements qui sont partis pour faire la grève le 16. Hein. Mais allez-y, hein. Allez, si vous arrivez à vous organiser, allez-y. On réfléchit dans le 77. Et tous les gros acteurs de PDA dans le 77 ont envoyé une lettre à l'ARS. Parfait. Damien. Damien, votre micro est ouvert. Damien Michel? Vas-y, passe au suivant et puis on lui redonnera après. Oui. La personne suivante, désolée, j'ai peur d'écorcher le nom. Monsieur ou Madame Capelgen? Oui. J'ouvre votre micro. Bon. Monsieur Charles Dufetel? Bienvenue. On est revenu, désolée. Donc Arnaud et Marie-Claire Cabelgen dans le Gers. Donc nous, de notre côté, on est absolument contre le fait d'accepter quoi que ce soit en l'état actuel des choses, dans la mesure où de toute façon, on va subir les conséquences de ces choix dans très peu de temps et dès août. Donc, il faut que notre action soit menée le plus rapidement possible et qu'on soit le plus efficace possible dès maintenant, parce que si on attend septembre, comme ce qui était indiqué jusqu'à présent, en fait, en septembre, il va y avoir tellement de mouvements autres que le nôtre qui vont se déployer dans la rue que je pense qu'on sera absolument inaudible. Et je pense que pour une fois, il faut que les pharmaciens, de façon solidaire, démontrent qu'eux aussi, ils ont une voix et qu'aujourd'hui, on leur vole finalement leur activité et on leur vole surtout leur rémunération. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument se battre. Et se battre, ça veut dire refuser ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire. Arnaud Cabelgen, donc pharmacien rural. Il ne faut pas se défroquer maintenant. On est face à une dureté qui met en jeu le réseau, qui met en jeu des individus, des femmes, des hommes, dont nos équipes. Il ne faut pas lâcher. Il faut bien sûr maintenant préparer une contre-proposition. On en discutera bien sûr tous ensemble. Mais aujourd'hui, vous travaillez sur beaucoup de choses. Moi, je fais du OSIS tous les jours dans ma pharmacie. Je ne suis pas rémunéré pour le faire et je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. Ils en sont où dans le déploiement d'OSIS? Donc, des compensations, non, contre de la perte, parce que de la perte, vous en avez de partout. Vous en avez aussi avec les charges qui augmentent. En ce moment, ce n'est pas du moins qu'on fait, c'est du double moins.
Donc, ça ne passe pas, qu'ils se mettent au travail. Et je finis là-dessus parce que pour moi, je suis un ancien de l'industrie pharmaceutique. J'ai négocié les prix dans le cadre d'affaires économiques et je peux vous assurer que c'est Bercy qui décide et il n'y a pas autre chose que Bercy. Et les molécules onéreuses, soi-disant innovantes, c'est un vrai scandale mondial sur les bénéfices qui sont faits sur ces molécules et qui aujourd'hui honorent essentiellement le portefeuille d'actionnaires qu'on ne connaîtra jamais puisqu'ils sont à l'autre bout du monde. Bon après-midi, on ne lâche rien. Merci Arnaud. Damien, tu as retrouvé le micro a priori? Damien ? Est-ce que tu veux répondre à une autre question avant de clôturer ce rendez-vous? Écoute, oui, reprends-en encore une ou deux et Très puis bien. on va arrêter. Alors, Charles Dufetel, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis pharmacien en milieu rural, comme les deux personnes précédentes. J'ai pas retenu les noms, mais je voulais à peu près dire la même chose. En fait, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Parce qu'au mois de septembre, en effet, ça va être vraiment trop tard. On va être noyé dans la masse et personne ne va nous entendre. Donc, pourquoi on bloque pas, je sais pas moi, des autoroutes actuellement? On aurait une réponse. On bloque un mercredi, on a une réponse avant même le samedi qui suit. En période de vacances comme ça, je pense que le gouvernement se bougerait. Donc, je vois pas pourquoi on durcit pas le mouvement. Et autre question, moi, je suis pas syndiqué. Et je trouve que c'est quand même compliqué d'avoir des informations en étant non syndiqué. Et dans un mouvement pareil, je trouve que la chose est qu'il faudrait avoir le plus de personnes dans le mouvement. Donc après, oui, pour le moment, peut-être qu'on n'est pas syndiqué, mais après, à terme, peut-être qu'on se syndiquera. Et il faudrait que vous arriviez à communiquer au mieux avec tout le monde, même les non syndiqués, parce que la plupart des syndicats, des pharmaciens ne sont pas syndiqués, quoi. Oui, Donc, alors là, je vais répondre à deux choses. La première, c'est si on veut durcir le mouvement, tu as vu dans tout ce qui a été écrit qu'il est proposé de faire la grève du 16 août. Je ne sais pas dans quel département tu es, mais il faut te rapprocher de ton syndicat là et de relancer ça. Je veux dire, je pense que ça a réellement du poids et ça aura réellement de l'impact. Par contre, moi, je ne l'organiserai pas au niveau national puisque je n'ai pas cette demande-là, premièrement. Et deuxièmement, on a une intersyndicale avec une union qui est faite et que ça n'a pas été défini. Donc, ce sera du local, mais faites-le. Moi, je peux que vous encourager à le faire. L'autre chose que je vais t'encourager à faire, c'est de prendre ton adhésion au syndicat parce que nous, on n'est pas comme l'ordre. L'ordre, c'est une obligation obligatoire. Mais si tu ne te syndiques pas aujourd'hui alors qu'il y a le feu dans la maison, c'est pas quand tout va bien qu'il faut le faire. Et à l'USPO. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, et des informations, il en part toutes les semaines. Charlotte, avec l'équipe, met en place un point info qui donne des infos techniques, des infos politiques, des infos économiques. Et puis, il y a des flash infos quand il y a vraiment des choses importantes. Et si tu veux être au courant, voilà, il faut te donner les moyens d'être au courant. Oui, c'est sûr. Mais le but, c'est aussi de regrouper du monde parce que la plupart des pharmaciens ne sont pas syndiqués aujourd'hui. Donc, non, c'est pas tout vrai, le monde est un peu dans son coin. Et... C'est pas vrai, c'est pas la plupart, c'est plus de la moitié qui est syndiqué. C'est pas encore assez, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, voilà, nous, quand on envoie des infos, ça part à tout le monde. Par contre, on ne vit qu'avec les cotisations des adhérents. Donc, si on n'a pas des gens qui y adhèrent, c'est dur de faire vivre un syndicat. Donc, je peux pas te donner une info gratuitement, c'est pas possible. Allez, une dernière. Je laisse maintenant Fanny Neiger, désolée si j'écorche votre nom de famille, prendre la parole. Oui, bonjour Fanny Neiger, pas de problème. Je suis pharmacienne en Saône-et-Loire en milieu rural. J'ai une question qui va peut-être paraître bête, mais ces 7%, ils ne vont pas les récupérer, l'État. Donc pourquoi s'acharne-t-il contre nous? Vous avez posé la bonne question. Et c'est la question que j'ai posée 4 fois hier, que j'ai posée 5 fois à la réunion d'avant. Et c'est la question qui a fait fâcher la conseillère du ministre parce que je lui dis mais je ne comprends pas pourquoi. Donnez-moi le lien entre la baisse de prix et la baisse. Et elle me dit c'est comme ça, c'est ce qui est prévu par le ministre, le Premier ministre, etc. Donc
voilà, vous avez posé la bonne question. Et c'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'il peut y avoir des baisses de prix, et je n'ai rien à dire contre une baisse de prix. Je peux juste dire que c'est pas bien, que je suis pas d'accord, que je suis pas content, que ça m'embête. Mais par contre, voilà, c'est comme ça, c'est eux qui décident. Par contre, le plafond, je ne vois pas en quoi ce plafond impacte les baisses de prix des médicaments. Vous avez tous dans vos médicaments génériques des médicaments qui ne sont pas remisés du tout, parce que le génériqueur vous dit économiquement, ça coûte trop cher à fabriquer, je ne peux pas faire. Tout le monde l'a, ça. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est possible. Et vous avez posé la bonne question. Olivier, tu veux rajouter? Ouais, elle a admis à demi-mot que c'était pour rééquilibrer entre nous et les industriels. Elle l'a admis à demi-mot. Donc, en fait, ces 7%, ils vont partir vers l'industriel. Parce que comme il y aura encore des baisses de prix, et si elle veut que les industriels continuent à nous fournir les produits, il faudra ça. C'est ça que j'ai compris. Et puis, si je me trompe, les industriels, il y a une taxe à la fin de l'année sur leurs profits. Donc, tant qu'ils continuent à faire des profits, ils sont taxés. Donc, l'État récupère. Donc, comme ils vont moins perdre avec cette baisse de prix, comme ils vont moins nous donner, ils vont continuer à gagner. Donc, ils sont taxés à la fin de l'année et donc l'État récupère. Tout à fait. Alors, je m'étais battu l'an dernier pour que les génériqueurs ne payent pas trop la taxe M. Je pense qu'au vu de ce qui se passe, je vais éviter d'y laisser de l'énergie cette année. Écoutez, merci beaucoup. Bien évidemment, après le conseil d'administration de ce soir, on vous dira la ligne directrice de l'USPO. Pour l'instant, je vous le dis, hors de question de toucher et de baisser les bras par rapport aux 40. Il faut qu'on ait un véritable plan, et ce plan aujourd'hui n'existe pas. Les promesses qui sont faites ne sont pas forcément des promesses écrites dans le marbre, écrites dans le dur. C'est des promesses faites par un gouvernement qui, de toute façon, dans 3 mois, risque de ne plus être là. Donc voilà, je ne compte pas baisser les bras. Je compte sur vous tous parce que c'est dur de porter ça tout le temps tout seul. Et si je n'ai pas mon équipe de l'USPO avec moi, si je n'ai pas le CA de l'USPO avec moi, et au-delà de ça, si je n'ai pas tous les pharmaciens avec moi, c'est compliqué. Croyez-moi, c'est compliqué. Donc, un grand merci. On reste tous mobilisés très fortement et on vous tiendra au courant dans les jours qui viennent de ce qui a été décidé. Merci à vous. Bonne fin de journée. Oui, et petit rappel, donc pour les personnes dont les questions n'ont malheureusement pas été traitées en direct, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail à uspo@uspo.fr et bien entendu, le replay sera disponible dès tout à l'heure. Il sera envoyé sur la newsletter et je vous souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.